Mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères journalistes, très bonjour. Alors j'espère que nous allons tous bien ce matin et c'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être présent ici à côté de cet homme d'État, cette icône iturien que nous avons parmi nous, qui après avoir servi sous les drapeaux pendant 44 ans, M. Jean-Pierre l'a dit, est revenu aujourd'hui dans son Ituri natal, je vais le dire ainsi. Et pour cette première communication, il a voulu être ensemble avec ce frère et sœur iturien, mais également avec la presse qui est ici présente, pour une communication importante concernant son nouveau statut. Après tous ces longs parcours, le parcours du géant, il est toujours là avec vous et pour nous. Alors nous allons, sans plus tarder, vraiment, accueillir sous des tonneurs d'applaudissements alors. Distingués invités, tous à vos titres, grades et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonjour. Et bienvenue à cette conférence de presse. Je suis le général à la retraite, Dieudonné Amoulibaïgwa. Je suis non seulement natif de l'Ituri, mais j'ai aussi grandi ici. J'ai participé à cette époque et réussi au concours d'admission à l'Académie militaire volontairement, l'école de formation d'officiers en 1979, à l'issue desquelles je suis sorti après 2 ans, actuellement c'est 3 ans, avec le grade de sous-lieutenant. Et j'ai y aggravé successivement tous les échelons, d'abord en termes de grades, jusqu'à atteindre les grades les plus hauts, c'est-à-dire général d'armée, 4 étoiles. Et en termes de fonctions, j'ai eu à exercer tout jeune comme sous-lieutenant, chef de peloton, commandant de compagnie, commandant de bataillon, commandant de brigade, chef d'état-major des forces, chef des opérations à l'état-major général, et cette fonction-là, en même temps, le commandement des opérations dans les deux Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu, et enfin, à l'armée, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements militaires. Ensuite, j'étais envoyé à la police nationale congolaise comme commissaire général de la police nationale congolaise, où je suis sorti avec les grades de commissaire divisionnaire en chef. C'est l'équivalent justement de général d'armée. Et une retraite méritée, une sortie honorable, à couronner, comme l'ont dit les modérateurs, mes 44 années de beaux et loyaux services rendus à la nation congolaise. Et après avoir obtenu l'autorisation de la haute hiérarchie du pays, je me suis décidé de retrouver ma terre natale, qui est l'Ituri. Pourquoi pas, avec cette expérience avérée, cette expérience acquise, la mettre au profit de ma province, bien sûr avec mes concitoyens, mes frères et sœurs ituriens. Ceci étant dit, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, notre conférence va s'articuler sur le thème de la cohésion pacifique dans notre province de l'Ituri. C'est dans le souci de consolider la paix et de vivre ensemble dans notre chère province que nous avons résolu de mener la présente campagne de sensibilisation de nos concitoyens. Comme vous le savez,
la période de la campagne électorale que nous traversons, c'est une période très sensible et susceptible d'envenimer le conflit longtemps. La présente conférence de presse va s'articuler autour de 4 points suivants. 1. Bref rappel historique et un cas vécu. 2. Des mots de la division en Ituri. 3. Quelques recommandations. Et 4. Une petite conclusion. L'Ituri engorge des richesses incommensurables et rares. Il a toujours été un havre de paix, de tourisme, une terre d'opportunités économiques où il faisait beau vivre, et cela depuis l'époque coloniale, voire précoloniale. Les hommes et les femmes de ma génération, dont quelques-uns pourraient être ici dans cette salle, peuvent le témoigner. Il est normal qu'une personne appartienne à une famille, à un clan, à une tribu. Durant notre enfance, on se connaissait comme tel. On savait que tel est Moema, Mubira, Mulendu, Lugbara, Alou, Mumbisa, Ndokebo, Moulesse, Mounyali, Kakwa et j'en passe. On vivait en symbiose, en amitié. On était des frères sans aucune distinction. On fréquentait les mêmes écoles. On était dans les mêmes internats. On priait dans les mêmes églises. Personne n'avait donc peur de l'autre. Pour preuve, à ce qui me concerne moi-même, après la mort de mon père, ma mère décida de m'inscrire au collège de Boga. Aujourd'hui, je pense que c'est l'Institut de Boga, où je devais poursuivre mes études secondaires. Au début, j'ai quitté Badia. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent où se trouve Badia. C'est à plus ou moins 40 km d'ici, à côté de Nyankounde, à côté de Marabo. Je disais, j'ai quitté Badia, en passant par Nyankounde, Sezabo. Je montais la colline pour arriver à Bunyagwa. J'ai traversé Walendubindi jusqu'à Boga, à pied, seul, et cela sans inquiétude. Une année plus tard, mes 2 amis m'ont rejoint. J'ai cité Céliabo Valentin, Magati Manganga, mes amis d'enfance, tous aujourd'hui inspecteurs de l'enseignement ici à Bunia. Ensemble et avec plaisir, nous faisions le même trajet à pied, et cela jusqu'à la fin de nos humanités. On passait une nuit des fois chez nos frères Lendubindi, où l'on était bien accueillis, bien nourris, dans une ambiance familiale, et encore une fois, sans crainte, disais-je. Distingués invités, chers amis de la presse, il nous souviendra que depuis quelques décennies, l'Ituri est soumis à des cycles de violences récurrentes, que des morts, que des blessés, que des pillages de ressources, que des déplacés et autres réfugiés. Depuis le déclenchement de ce nouveau drame, l'État congolais s'emploie à y mettre fin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement ont multiplié des initiatives tant militaires que politiques pour amener la paix à notre province. Selon mes analyses personnelles, nous, Ituriens, avons aussi notre part de responsabilité dans les malheurs qui nous arrivent. Notre démarche actuelle est une interpellation de notre propre conscience
à nous mobiliser pour conjurer ces drames qui nous frappent. Quelle que soit la main noire qui pourrait nous manipuler de l'extérieur, communément appelée tirer des ficelles, nous constatons avec regret que ce conflit est essentiellement animé par des filles et des fils itouriens. Nous aurions pu dire non, j'insiste sur ce non-là, aux manipulateurs, refusant ainsi d'endeuiller notre propre province. Cela nous pousse à faire quelques recommandations que voici. Nous devons nous surpasser et être capables de lever l'option de prendre une décision ferme, responsable, nous-mêmes Itouriens, en faveur de la paix. 2. Une campagne de sensibilisation nous est recommandée, afin d'amener les Itouriens à dire non de façon sincère. Je répète, à dire non de façon sincère et sans hypocrisie à la guerre et aux tueries. 3. Nous tous Itouriens, élus du peuple, notables, autorités coutumières et forces vives locales, devons focaliser notre attention sur la jeunesse afin de la mener à cultiver la cohésion et la paix sociale, voie idéale pour la sortie de cette crise et le développement de notre province. 4. Nous avons le devoir de bannir la haine ethnique dans nos discours quotidiens et de promouvoir la cohésion pacifique dans nos villages. 5. Aussi, devrions-nous nous désolidariser de ces tireurs de ficelles qui nous ont incités à détruire des vies innocentes et notre terre commune. 6. Plaidons tous en faveur de l'application effective du PDD-RCS et convainquons nos jeunes miliciens à y adhérer. Et 7. Une campagne électorale apaisée, respectueuse des prescrits de la loi, est nécessaire afin de ne pas envenimer nos divisions et réveiller nos conflits latents. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je dirais que personne n'aurait imaginé que l'Ituri soit frappé par la famine, comme il en est le cas aujourd'hui, du fait des hostilités et des déplacés massifs des populations. Par conséquent, nous estimons qu'il est grand temps que les dites hostilités cessent, que la vie reprenne normalement et que les déplacés et réfugiés retournent à leur milieu d'origine afin de vaquer librement à leurs activités champêtres notamment. Que tous les enfants, en particulier ceux que nous avons l'habitude d'appeler enfants de la rue, reprennent librement les chemins de l'école pour bénéficier aussi de la gratuité de l'enseignement tel que prôné par le président de la République, chef de l'État. Que les personnes et leurs biens soient réellement sécurisés et qu'elles circulent librement. C'est dans ces conditions que les élections libres, démocratiques et apaisées pourront se tenir à Ituri. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, nous venons là de suivre la communication du général retraité Amour Libaïgwa. Un message très interpellateur et en même temps mélancolique parce que quelque part ça fait mal de voir tous ces changements-là qui s'est opérés sur le plan négatif
dans notre province, notre très très chère province d'Ituri. Alors, ainsi dit, maintenant, nous allons directement procéder à la partie exclusivement consacrée à la conférence de presse, c'est-à-dire le jeu des questions et réponses. Alors, pour les journalistes ici présents, nous allons faire un effort de rester dans les contextes de l'exposé de l'adresse du général retraité Ambouli Baïkoua. Nous allons rester dans ces contextes. On a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce message très interpellateur, je le répète. Et maintenant, il est temps pour nous de poser nos différentes questions et préoccupations. Vous avez une question, vous n'avez qu'à soulever votre main et vous allez poser votre question. Nous aurons 3 séries de questions. Nous commençons par la première série qui sera pour 3 questions en raison de 3 journalistes. Et donc, une question par journaliste, ce sera mieux pour gagner du temps. Et aussi, avant de poser votre question, je pense que ça vous fera énormément du bien que vous puissiez vous présenter et présenter également votre média. Alors, on va directement commencer par la première série. On va prendre M. Séléman Junior. Nous allons prendre Mme Charlie et M. Papi. Merci pour la question. Au général, vous avez évoqué les efforts qui sont fournis par les autorités tant provinciales que nationales par rapport à la paix à Ituri. Vous avez gravi tous les échelons au sein de l'armée ainsi que de la police nationale congolaise. Selon vous, quelle est la voie de sortie durable pour que l'Ituri retrouve sa paix d'attente? Merci. Je suis Madame Charlie Koba de l'enquête procédée. Mon général, vous avez lancé des messages à la population de l'Ituri, des messages lancés plusieurs fois par les différents acteurs dans cette province. Quelles sont les différentes stratégies que vous allez mettre en place afin que ces messages soient bien appliqués au sein de la population pour ainsi vivre dans une paix durable? Merci. Je suis Papi Kilongo, journaliste de la RTS. J'ai 3 petites questions. La première question, je voulais savoir, que craignez-vous si la tuerie et la guerre continuaient ou persistaient encore dans cette région? Les conséquences les plus graves. La deuxième question, je voulais savoir, vous venez d'ailleurs, vous avez survolé tout le pays, vous avez même eu la chance d'aller à l'Historière. Que disent les autres sur l'Ituri eu égard à tout ce qui se passe? Est-ce que nous sommes des héros ou le milicien vit désormais, ça c'est la troisième question, les miliciens vivent désormais de leur sale travail, c'est-à-dire ils tuent pour s'enrichir et nous apprenons que les autres construisent même des maisons. Alors quelle est la voie que vous pouvez proposer, selon vous, qui soit une sortie efficace de la crise afin qu'on n'en revienne plus? Merci. Je pense que nous allons directement, sous la permission du juge général, nous allons passer à la réponse avant d'aborder la deuxième série de questions. Merci. Quelle est la voie de sortie pour une paix durable? En tout cas, je l'ai dit en passant. Pour moi, c'est d'abord nous les Ituriens. C'est d'abord nous les Ituriens. La voie de sortie. Je vais répondre à ça peut-être d'une façon ramassée avec d'autres questions, puisque c'est presque semblable. Si ces messages, puisque l'autre m'a posé comment on va faire pour que ces messages puissent aller, c'est peut-être vous les journalistes qui avez ce devoir de répandre cette communication. Si nous les Ituriens, nous nous tenons la main dans la main, nous décidons de regarder dans la même direction, de dire non, ce que j'ai répété ici, non. Fini la guerre, fini les conflits, rentrer comme nos parents ont vécu ici, nos grands-parents, et nous,
Comme je l'ai dit, ça c'est la sortie de cette crise et c'est la voie du développement. Et attendons du gouvernement, attendons des gouvernements centrales ou provinciaux qu'ils viennent nous appuyer pour nous sécuriser, puisque c'est leur devoir de sécuriser les personnes de leurs biens. Mais cessons la guerre, nous-mêmes. Nous nous sommes imposés nous-mêmes la guerre chez nous. C'est ça ce qui fait mal et ce qui fait pitié. Il y a un ami ici qui a posé la question, que disent les autres? Mais les autres, il ne faut que regretter. En voyant l'importance de la province de l'Ituri, ce qui regorge comme moyen, comme richesse la province de l'Ituri, je dois vous dire, mes chers amis, la République démocratique du Congo a 26 provinces. Mais dites-vous aujourd'hui, Ituri est parmi les meilleurs en termes de moyens, en termes de richesse. L'Ituri a vocation de se développer beaucoup plus vite. Allez voir les autres provinces, comment est-ce qu'ils sont en difficulté de développement, alors qu'il n'y a pas la guerre chez eux. Mais l'Ituri, malgré la guerre chez nous, vous voyez comment est-ce que la ville de Bunia est en train de se construire. Il n'y en a pas ailleurs, ça. Il n'y en a pas, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Malgré la guerre. Mais alors quand on va cesser la guerre, quand nous allons nous décider, nous, de dire non à la guerre, retournons comme nos parents ont vécu ici. Mais c'est fini, c'est ça la voie de sortie. Il n'y en a pas deux. Et le gouvernement central va nous venir en appui. Va venir pour nous sécuriser, pour sécuriser nos frontières. Moi je pense, je vous ai tous répondu en ramassant ensemble toutes les questions. Merci. Bonjour mon général à la retraite, c'est Martial Kiza de Mungo Radio Kapi. Aujourd'hui, vous avez quitté l'armée, nous sommes en pleine campagne électorale. Êtes-vous prêt à embrasser une carrière politique, si oui, dans l'opposition ou dans la majorité? Merci. Bonjour mon général, Olivier Concours de la radio-télévision phare d'essai Ituri. Mon général, vous avez échelonné tout le parcours d'un soldat, d'un officier subalterne jusqu'à l'officier supérieur. Jusqu'au général d'armée. Quel message vous allez lancer aux nouveaux recrues ou à ceux qui veulent faire de l'armée leur travail ou défendre la nation? Est-ce qu'ils vont, comme le font les autres, en tracassant la population, ou soit en les faisant avec discipline et respect? Merci. Merci, mon général à la retraite. C'est Jean-Christian Bafoy de la radio Gandier-Pièce de Mounia. J'ai 3 petites questions, mon général à la retraite. La première, Karakata, après avoir servi sous les drapeaux en RDC, qu'est-ce que vous avez légué comme héritage à la jeunesse congolaise et italienne en particulier? Karakata après. Deuxième question, mon général. Aujourd'hui, dans votre exposé, vous avez parlé des tireurs de ficelles. Karakata, vous avez beaucoup travaillé dans les services de sécurité. L'Ituri, cycle de violence presque à tout moment. Vous avez travaillé dans les services de sécurité à la tête même du pays. Est-ce que vous pouvez prendre le courage à dire aux citoyens que ces tireurs de ficelles se trouvent soit dans l'armée ou la police, ou au niveau des communautés internationales, ou encore au sein des communautés italiennes? Et la dernière question, mon général, aujourd'hui vous êtes à la retraite, vous aurez peut-être même la chance d'être nommé à des hauts postes, même d'être commissaire spécial à l'Ituri, comme représentant du gouvernement ici à l'Ituri. Comment comptez-vous vous débarrasser des caractéristiques ethno-tribales à Ituri? Parce que quand vous étiez général, là vous voyez comme corps de l'armée, tout ça, mais quand vous aurez des postes de responsabilité à l'Ituri, comment vous allez vous écarter des caractéristiques ethno-tribales qui gagnent le terrain à l'Ituri? Merci. Oui, c'est... La première question me fait rire. C'est la campagne électorale. Si oui, je vais opter à faire la politique, est-ce que c'est dans la majorité ou dans l'opposition?
je vais vous le dire sans mâcher les mots, si je vais faire la politique, c'est dans la majorité. Et sincèrement, dans l'union sacrée. Ça, c'est tout à fait normal. Ça me concerne moi. Oui. Voilà. Alors, quel message aux jeunes écrits? Le message, c'est clair. Il faut que les jeunes écrits respectent les codes de conduite et les règlements militaires. Il faut d'abord, c'est ça, même parmi les premières leçons qu'il faut apprendre. Le respect des droits de l'homme, la sécurisation des personnes et leurs biens. Et quand on vous dit que vous sécurisez les personnes et leurs biens, vous n'avez pas le droit de les maltraiter, de les voler. Alors, finalement, vous sécurisez qui vous êtes appelé à sécuriser les personnes que vous êtes en train de maltraiter. Donc ça, c'est une faute grave. Donc le conseil que je vais leur donner, c'est ça. Ils respectent les droits de l'homme, qu'ils sécurisent correctement les personnes et leurs biens, qui est leur mission première, et puis sécuriser l'intégrité du territoire national. Alors, 44 ans, ce que j'ai légué aux jeunes, en tout cas, j'ai gravé tous les échelons. J'ai été commandant de tous les échelons aussi, gravé, c'est-à-dire en termes de grade et en termes de fonction. J'ai beaucoup investi dans l'armée, à telle enseigne que partout où je passe au Congo, je peux aller tout de suite à l'académie, je vais trouver mes élèves, je vais trouver les gens que j'ai commandés. Je peux arriver aujourd'hui à Guémena, c'est la même chose. Je peux arriver, je ne sais pas où, puisqu'en passant, je ne l'ai pas dit, j'étais aussi instructeur pendant très longtemps, surtout après ma formation commando. Donc, j'ai légué des beaux exemples, ce qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, jusqu'à arriver à sortir de l'armée, tête haute, sans tâche, sans reproche. Donc, une retraite honorable. Et c'est ça ce que j'ai légué aux jeunes. Et le cycle de tireur de ficelle. En tout cas, le tireur de ficelle, dans l'armée, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vous peut-être qui le saurez et qui peut me le dire. Moi, j'ai été dans l'armée, j'ai été à la police. L'instruction que nous on donnait comme des commissaires généraux et le chef d'état-major général, derrière les commandants suprêmes, c'est de mener les opérations en respectant les règlements. Mais malheureusement, en Ituri et au Nord Kivu, ce que j'ai dit en passant, ça a été un peu compliqué et un peu difficile, puisque quelque part, on ne sait pas distinguer qui est qui. Vous parlez avec qui au village quand vous êtes de passage? Est-ce que celui-là est milicien aussi ou quoi? Alors, c'est difficile. La seule solution, c'est ce que j'ai dit ici en passant. Ituri, nous pouvons sortir de cette crise si nous le voulons nous-mêmes Ituriens. Et que la hiérarchie et que le gouvernement viennent nous assister, nous aider, nous sécuriser. Mais nous devons d'abord commencer à dire non nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Vous savez que moi, quand j'étais encore actif, en tout cas, j'ai développé un sens de vivre avec tout le monde. Et particulièrement, évidemment, j'avais ce caractère-là national et républicain, comme militaire, surtout comme officier et surtout encore comme général. Mais quelque part, tout Iturien était bien reçu chez moi. Tout Iturien, sans distinction, était bien reçu chez moi. Et aujourd'hui, c'est ça la solution. Vivre avec tout le monde, sans distinction, sans le choix, soit sans stigmatisation,
de telle et de telle tribu. Non. Et si jamais on me donne cette occasion, je vais vivre avec tout le monde. Et je vais chercher à avoir la paix avec tout le monde. Et tout le monde doit le devoir de participer à cette recherche de la paix. Voilà. C'est Mohamed du Congo, le Jean en anglais, ACP et correspondant du journal Les Polices. Mon général, j'ai 3 questions. Le choix opéré sur la personne de votre successeur, le commissaire visionnaire Alongoboni Jibé-Jonin, à la tête de la police nationale congolaise, c'est vous-même qui l'avez dicté ou influencé, ou c'était le choix de chef de l'État lui-même en sa qualité de commandant suprême des forces armées et de la police? Deuxième question, quels sont les bons souvenirs qui vous ont marqué pendant toutes les années passées sous les drapeaux? Et s'il y en a les mauvaises aussi, quels sont ces mauvais souvenirs? La troisième, quelle est la différence entre la police et la gendarmerie? Merci. Je suis Vérité Johnson pour le compte de Bouni Actualité. En général, à retraite, vous êtes parmi les rares fils de l'Ituri, le plus haut gradé, pour ne pas dire le seul. Félicitations d'ailleurs pour ce parcours élogieux. Mais selon vous, pourquoi y a-t-il un faible effectif des officiers ituriens en sein de l'armée ou dans la police? J'ai des questions. Pourquoi, selon vous, il y a un faible effectif des officiers ituriens, surtout dans l'armée ou dans la police? Aussi, c'est d'ailleurs de l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre success story il y a quelques minutes? Comment vous y êtes arrivé? Plus de 40 ans, c'est pas facile. Et vous êtes à l'Ituri, c'est la troisième question. Elles sont basiques, mes questions. Vous êtes à l'Ituri, c'est un retour au bercail définitif ou c'est juste une mission qu'on vous a confiée? Si c'est une mission, quelles sont les activités que vous allez mener au-delà de celles que vous êtes en cours d'exécution? Merci beaucoup pour la parole. C'est Salivo Komanga-Lapierre pour le compte de la radio Merveille Bougnan. J'ai une seule question. Lors de votre speech, vous avez beaucoup insisté sur ce sont les citoyens qui sont responsables de tout. S'ils décident aujourd'hui, tout va changer. Et selon vous, qu'est-ce qui manque aux citoyens pour faire face aux différentes manipulations que nous voyons aujourd'hui au sein des différentes communautés? Le chef d'état-major général a présenté un certain nombre de noms. Et le commissaire général également, que j'étais, j'avais présenté un certain nombre de noms pour le Nord Kivu et pour l'Ituri. Et quand nous étions autour du chef de l'État, on discutait sur chaque personne, sur chaque candidat. Et finalement, effectivement, j'ai eu à défendre Alongaboni puisque je le connaissais. Je connaissais son savoir-faire. C'était un ancien de la garde civile. La police, c'est la continuité de la garde civile et de la gendarmerie. Il était, après l'intégration, disons après les dialogues intercongolais, commissaire général adjoint de la police. Et il était en charge des opérations. Il était donc le premier adjoint. Malheureusement, il était parti suite à des circonstances, à des problèmes, certainement suspendu. Et il était tout à fait normal qu'il revienne et qu'il reprenne ce poste-là de commissaire général. Donc c'était la personne qui, son choix est venu de moi. C'est bon, j'ai répondu. Le bon souvenir que j'ai de l'armée, de la police, ou des mauvais aussi s'il y en a. Les mauvais, je n'en ai pas. Oui. Puisque je n'ai jamais été reproché par mes chefs hiérarchiques. Je n'ai jamais commis un bavure grave. Mais par contre, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je dois vous dire, par exemple, tout en état jeune, ça peut-être je le répondrai après, puisqu'il y a une question qui va me pousser d'en parler. J'ai gravé les grades et j'étais le seul parmi 180 amis avec lesquels nous avons fini à l'académie pour être le premier général de la promotion. C'est déjà un bon souvenir pour moi. Et à la fin ici,
mes pairs, comme commissaire général, mes pairs de l'Afrique centrale et de l'Est, m'avaient choisi pour devenir leur président en exercice. Avec ça, ça m'a permis de connaître beaucoup de polices des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Tout ça, là, ça m'a donné beaucoup de relations de l'extérieur. Tout ça, ce sont de bons souvenirs. Je peux les raconter, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Alors, la différence entre la police et la gendarmerie. Dans notre pays aujourd'hui, nous n'avons pas la gendarmerie, mais on en avait à la Deuxième République. Et c'est la gendarmerie et la garde civile qui ont donné naissance à la nouvelle police. En fait, dans d'autres pays, comme en face de Kinshasa, Brazzaville, ils ont la police et ils ont la gendarmerie. La police a la mission d'être aux côtés de la population et d'intervenir au premier quand il y a un problème. La gendarmerie vient à second lieu, avec elle, si ça devient très grave ou si ça devient une guerre où les manifestants ont des armes et la police et l'armée vont intervenir. Donc si on suit l'échelon, c'est d'abord la police qui a le devoir d'être aux côtés de la population. C'est sa mission au quotidien, la sécurisation des personnes et des biens. Nous avons d'abord cette police-là qu'on appelle police de proximité et la gendarmerie vient au secours de la police. Alors chez nous, c'est dans la police que nous avons cette unité qu'on appelle l'ENI, la Légion nationale d'intervention. Et il joue le rôle de la police. Voilà. OK? Faible effectif des officiers ituriers à la police comme à l'armée. Non, nous avons quand même des officiers de l'armée. Nous avons des généraux de la police. Nous avons des généraux, surtout dans l'armée, que je peux citer en passant. Nous avons le général Pierre Gonza, qui est le chef d'état-major général adjoint. Nous avons le général Kisezo, qui est à la force terrestre. Nous avons des généraux Awashango, qui est le commandant, le directeur général des écoles d'information. Ils ont des grandes fonctions. Nous en avons. Mais il faut peut-être une bonne sensibilisation, que les jeunes puissent, comme nous, volontairement, participer au concours d'admission pour aller dans les académies. Bientôt là, l'académie de la police sociale a déjà commencé. On est en train de construire cette institution à Kinshasa, à Kimpoko, mais ils ont déjà commencé en Ndolo. Je ne sais pas si le concours n'est pas encore arrivé ici, mais sinon, c'est question que les jeunes gens aillent. Ils acceptent de participer au concours, puisque c'est à l'ordre utile qu'on sélectionne ceux qui doivent aller faire l'armée au niveau de l'académie pour devenir des officiers. Mon retour en Ituri, est-ce que c'est une mission qu'on m'a confiée? En fait, non, on ne m'a pas confié une mission. Non. Je vous ai dit ici que j'avais sollicité, après ma retraite, auprès de la haute hiérarchie, et cette sollicitation me l'a été accordée pour que je vienne en Ituri, je l'ai dit, avec l'expérience que j'ai, amener ça chez moi à l'Ituri. Je ne sais pas, ça dépendra des Ituriens, s'ils vont accepter mon message, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions chercher à retrouver la paix et vivre comme on était à l'époque. Donc je suis rentré en Ituri chez moi, retrouver ma terre natale. Donc c'est ça. Général Amouli, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Je l'ai dit un tout petit peu à l'introduction. Quand j'étais allé, après mes humanités, à l'académie militaire, je suis sorti sous-lieutenant. Et tout de suite, avec les autres amis, on nous a envoyés à Kotakoli pour faire la formation commando. On est sorti de breveté à commando. Et j'avais l'envie de devenir pilote. Je suis allé à la force aérienne. On a fait les cours au sol de pilotage. Mais malheureusement pour nous, les bourses pour former les jeunes pilotes étaient annulées. Alors qu'on s'est préparé pour aller en Italie.
continuer le vrai pilotage. Quand on a supprimé les bourses, j'étais dessus, j'ai fait ma requête pour aller continuer mes études, ça a été accepté, ça m'a été accepté, et je suis allé au centre supérieur militaire pour continuer mes études à l'administration militaire. À l'issue de ces études, j'étais directement affecté à la division spéciale présidentielle, à la DSP, puisque la DSP, la division spéciale présidentielle, avait besoin de jeunes officiers commando, comme je l'étais déjà, et je suis allé à la DSP. Tout de suite à la DSP, j'étais chef de peloton, j'étais devenu commandant de compagnie, premier lieutenant, et j'étais envoyé au centre des troupes aéroportées, au CETA, en face de l'aéroport pour Kinshasa. Et avec ma compagnie, j'ai obtenu le brevet de parachutiste. J'étais para-commando, comme on le dit, parachutiste et commando. Ensuite, capitaine, et comme capitaine, j'étais envoyé, j'avais la chance d'être envoyé, choisi parmi ceux qui devraient aller faire la formation des commandants de bataillon en Israël. Et je fais l'école de commandement et d'état-major, et je suis devenu commandant de bataillon directement le 1er janvier 1990. J'étais nommé major, j'étais encore jeune à l'âge de 33 ans. Et j'avais eu la chance d'être choisi avec mon bataillon pour sécuriser la cité de Nsélé, et là où le président de la République, à l'époque, le fait Mobutu, paix à son âme, quand il faisait son discours avec les passages de « Comprenez mon mission », je pense que vous le connaissez. C'était le 24 avril 1990. Et juste 2 jours après ce discours, j'ai été choisi par le président lui-même, puisqu'il avait décidé de se retirer un tout petit peu des affaires, rentrer chez lui à Guadolite, et j'étais choisi parmi ceux qui sont partis avec lui à Guadolite. Et j'ai été à ses côtés de 1990 à 1995, 5 ans et demi, et j'ai eu le grade de lieutenant-colonel et de full-colonel, le 1er janvier 1995. Et à ce moment-là, j'ai quitté, aux côtés du président Mobutu, on m'a désigné commandant de brigade de la 2e brigade de la division spéciale présidentielle, et j'ai m'occupé de la sécurisation de Kin Est, c'est-à-dire y compris l'aéroport et les selles. Et ceci jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. J'étais le dernier commandant de phase, à ce moment-là, à céder pour que l'AFDEL puisse entrer à Kinshasa. Et on se suivait avec eux comme ça quand j'ai rentré à Kinshasa. Et j'étais sorti du pays avec beaucoup d'amis, comme on était auprès du président Mobutu. Vous allez deviner la cause. Et on est rentré au pays de façon militairement, avec les MLC, avec le président Jean-Pierre Bemba. Les MLC, en passant, je suis même cofondateur. Alors, quand nous étions MLC, il y avait cet accord de Lusaka avec la tractation de cessez-le-feu, de l'unification du pays. Tous les présidents des pays membres du comité de sécurité des Nations Unies s'étaient impliqués pour que la guerre s'arrête au Congo, puisque le Congo était divisé en plusieurs morceaux. L'accord de Lusaka avait comme 4 points importants. 1, cessez-le-feu. 2, les retraits, les désengagements des lignes de front, si vous voulez, surtout entre les forces belligérantes qui étaient en face, les gouvernements, les RCD et les MLC. 3, c'était le départ des troupes étrangères. Pour la partie gouvernementale, c'était les Angolais et les Zimbabwéens. Pour nous, les MLC, c'était les Ougandais. Et pour les RCD, c'était les Rwandais. Et 4, c'est que les Congolais se trouvent autour d'une table, ce qu'on appelait dialogue intercongolais. Ça, c'est le dialogue de Lusaka, dont je suis aussi signataire. Et pendant que nous étions ici avec les MLC étaient ici, en coalition avec les RCD-KML. Je ne sais pas si certains parmi vous peuvent se souvenir. Et cette coalition s'appelait FLC. Nous étions à Bunia, nous étions à Beni, nous étions partout ici. Et nous avons trouvé l'Ituri
encore en conflit, en guerre, si je peux le dire comme ça. Et nous avons réussi à pacifier l'Ituri. Avec Jean-Pierre Bemba, avec nos hélicoptères, on était partout. À Ariwara, à Mahagi, à Magipor, à Ndjougou, à Mungwalu, à Irumu, à Geti, à Boga, à Kasenyi, à Bogoro, partout on est arrivé. Et on a enterré l'âge de guerre, partout. Et même ici au stade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quelques-uns peut-être parmi vous. Et malheureusement, cette coalition n'a pas duré. Ils étaient séparés pour les causes qui les concernent, les chefs. Et nous, les MRC, nous étions rentrés dans notre quartier général qui était Guadoliti. Et nous sommes allés au dialogue intercongolais, nous, les MRC, comme composantes, avec les gouvernements, avec les RCD et les entités comme RCD KMR, l'autre RCD de Roger Lumbala, je vous dis le nom, ainsi que les Maï Maï, la société civile et tous les autres. Et au dialogue intercongolais, on a réussi à unifier les pays, à constituer un seul gouvernement et un seul président avec 4 vice-présidents. Et à l'unification des pays, l'armée devrait être aussi unifiée. Et c'est ça la naissance des FARDC. Puisque les gouvernements avec leur armée étaient les FAC, nous étions avec les ALC, les RCD étaient avec les ANC, et les autres, les entités, ainsi que les Maï-Maï pour besoin de la paix, ont été aussi intégrés. C'est ça la création des FARDC. Et à la création des FARDC, j'étais chef d'état-major de la force navale. De 2003 à 2007. Et puis après, je suis désigné chef d'état-major des opérations à l'état-major général. Et j'ai combiné cette fonction avec les commandements des opérations pendant 4 ans au Nord Kivu et au Sud Kivu. Ce sont les 2 provinces que je connais parfaitement. Et malheureusement, j'avais connu l'accident avec l'avion Ewabora. Pas Ewabora. Oui, Ewabora, à Kisangani. C'était en 2011, le crash de Kisangani. D'où, grâce à Dieu, j'étais sorti. Je suis le survivant de ce crash. Après les soins appropriés en Inde, le président de l'époque, Joseph Kabila, dans ma convalescence, il m'avait demandé de venir passer ma convalescence en famille. Et quand j'étais ici, encore pour la 2e fois, on m'a confié, tout en état convalescent, je me sentais un peu bien à ce moment, d'aller prendre contact avec les FRPI. J'allais à Geti. J'ai pris contact avec les FRPI. J'ai vu Serge Lossa qui est entré ici, que je prends en témoin. J'ai unifié les FRPI. Voilà, merci. J'ai rassemblé les FRPI en 3 camps qu'on a constitués à Veba, à Geti et à Kagaba. J'allais là-bas. On organisait des repas avec les officiers des FRPI chez l'abbé Manganga, qui est maintenant curé ici, je pense à Brazza ici, qui était curé à Geti. On mangeait, on chantait, on dansait avec les amis des FRPI. Ils étaient prêts à sortir. On a préparé le centre de Lukusa Kisangani. On a entreposé les matelas, la nourriture, tout ça en stock pour accueillir nos amis des FRPI. Malheureusement, suite à d'autres circonstances, ça a capoté. Et le président m'a rappelé que je suis retourné, les FRPI sont restés. Je suis en contact avec eux jusqu'à aujourd'hui. Les Mbadou, les Joël, les Relax, les Biffet, tous je les connais, ils me connaissent très bien. Malheureusement, ils sont restés, moi je suis rentré. Alors, en rentrant, toujours comme chef d'état-major des opérations, je suis retourné encore au Nord Kivu et Sud Kivu, là où j'étais, pour faire la remise et reprise de la conduite des opérations avec les commandants des 2 régions militaires. Et au retour de Kinshasa, on m'a nommé chef d'état-major, le président m'a nommé chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements de 2014 jusqu'à 2017. Et il me nomme encore à la police nationale congolaise, à la tête de la police nationale congolaise, comme commissaire général de la police nationale congolaise, là où j'ai pris ma retraite avec les grades de commissaire divisionnaire en chef.
Voilà, général Amouri. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai envie de rester là et continuer d'écouter. Merci beaucoup, mon général, et surtout dans ces félicitations pour ce parcours. Nous nous terminons la main dans la main, hein, et c'est fini. C'est ce qui manque aux autorités. Et c'est tout. Et c'est possible de le faire. C'est possible. Merci. À l'Assemblée ici présent, vraiment, nous arrivons à la fin de ces moments fructueux d'échange avec le général à la retraite, Amouri Baïgwa, Dieudonné. Et donc, je pense que vous avez vraiment eu des réponses. Également, vous avez bénéficié de cet échange. Et vous avez surtout eu un nouveau courage. Le courage a été renouvelé de se battre pour la paix en province de l'Ituri, pour le développement de notre province. Et ça a vraiment été un moment très, très, très bénéfique pour nous tous. Je l'estime bien. Alors, nous allons devoir remettre la parole au protégé. Avant de remettre la parole au protégé, nous allons demander au général qui vous présente, mon général, de lancer un dernier message ou un mot de la fin avant qu'on puisse nous dire. Je suis accessible à tout le monde. Je pense que presque tout le monde a mon numéro. Vous pouvez venir, vous pouvez l'avoir. Je reçois tout le monde. Venez. S'il y a des questions qui n'ont pas été posées ici, individuellement, on peut se voir, on peut se parler. Je suis en Ituri, je suis retourné, je pense, souffrez que je vous le dise. Notre patron va venir bientôt, c'est mon chef. Je demande à ce que vous soyez là nombreux pour l'accueillir. Le président de la République actuelle. Venez nombreux pour l'accueillir. Nous serons tous là-bas. Écoutons, qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà, merci pour le mot de la fin. Après cette séance, tous nous allons descendre pour partager le cocktail prévu à cette fin. Merci.